Victor Hugo, Les voix intérieures. À Joseph Léopold Sigisbert. Comte Hugo, lieutenant général des armées du roi. Né en 1774, volontaire en 1791, colonel en 1803, général de brigade en 1809, gouverneur de province en 1810, lieutenant général en 1825, mort en 1828. Non inscrit sur l'arc de l'Étoile. Son fils respectueux, Victor Hugo. La Portia de Shakespeare parle quelque part de cette musique que tout homme a en soi. Malheur, dit-elle, à qui ne l'entend pas. Cette musique, la nature aussi l'a en elle. Si le livre qu'on va lire est quelque chose, il est l'écho, bien confus et bien affaibli sans doute, mais fidèle, l'auteur le croit, de ce chant qui répond en nous au chant que nous entendons hors de nous. Au reste, cet écho intime et secret étant, aux yeux de l'auteur, la poésie même, ce volume, avec quelques nuances nouvelles peut-être, et les développements que le temps a amenés, ne fait que continuer ceux qui l'ont précédé. Ce qu'il contient, les autres le contenaient. À cette différence près que dans les orientales, par exemple, la fleur serait plus épanouie. Dans les voix intérieures, la goutte de rosée ou de pluie serait plus cachée. La poésie, en supposant que ce soit ici le lieu de prononcer un si grand mot, la poésie est comme Dieu, une et inépuisable. Si l'homme a sa voix, si la nature a la sienne, les événements ont aussi la leur. L'auteur a toujours pensé que la mission du poète était de fondre dans un même groupe de chants cette triple parole qui renferme un triple enseignement. Car la première s'adresse plus particulièrement au cœur, la seconde à l'âme, la troisième à l'esprit. Tres radios. Et puis, dans l'époque où nous vivons, tout l'homme ne se retrouve-t-il pas là? N'est-il pas entièrement compris sous ce triple aspect de notre vie, le foyer, le champ, la rue? Le foyer qui est notre cœur même, le champ où la nature nous parle, la rue où tempête, à travers les coups de fouet des partis, cet embarras de charrettes qu'on appelle les événements politiques. Et disons-le en passant, dans cette mêlée d'hommes, de doctrines et d'intérêts qui se ruent si violemment tous les jours sur chacune des œuvres qu'il est donné à ce siècle de faire, le poète a une fonction sérieuse. Sans parler même ici de son influence civilisatrice, c'est à lui qu'il appartient d'élever, lorsqu'il le mérite, les événements politiques à la dignité d'événements historiques. Il faut pour cela qu'il jette sur ses contemporains ce tranquille regard que l'histoire jette sur le passé. Il faut que sans se laisser tromper aux illusions d'optique, aux mirages menteurs, au voisinage momentané, il mette dès à présent tout en perspective, diminuant ceci, grandissant cela. Il faut qu'il ne trempe dans aucune voie de fait. Il faut qu'il sache se maintenir au-dessus du tumulte, inébranlable, austère et bienveillant, indulgent quelquefois, chose difficile, impartial toujours, chose plus difficile encore. Qu'il ait dans le cœur cette sympathique intelligence des révolutions qui impliquent le dédain de l'émeute, ce grave respect du peuple qui s'allie au mépris de la foule. Que son esprit ne concède rien aux petites colères ni aux petites vanités, que son éloge comme son blâme prenne souvent à rebours tantôt l'esprit de cour, tantôt l'esprit de faction. Il faut qu'il puisse saluer le drapeau tricolore sans insulter les fleurs de lys. Il faut qu'il puisse dans le même livre, presque à la même page, flétrir l'homme qui a vendu une femme et louer un noble jeune prince pour une bonne action bien faite, glorifier la haute idée sculptée sur l'arc de l'Étoile et consoler la triste pensée enfermée dans la tombe de Charles X. Il faut qu'il soit attentif à tout,
sincère en tout, désintéressé sur tout, et que, nous l'avons déjà dit ailleurs, il ne dépende de rien, pas même de ses propres ressentiments, pas même de ses griefs personnels. Sachant être, dans l'occasion, tout à la fois irrité comme homme et calme comme poète. Il faut enfin que dans ces temps livrés à la lutte furieuse des opinions, au milieu des attractions violentes que sa raison devra subir sans dévier, il ait sans cesse présent à l'esprit ce but sévère: être de tous les partis par leur côté généreux, n'être d'aucun par leur côté mauvais. La puissance du poète est faite d'indépendance. L'auteur, on le voit, ne se dissimule aucune des conditions rigoureuses de la mission qu'il s'est imposée en attendant qu'un meilleur vienne. Le résultat de l'art, ainsi compris, c'est l'adoucissement des esprits et des mœurs, c'est la civilisation même. Ce résultat, quoique l'auteur de ce livre soit bien peu de chose pour une fonction si haute, il continuera d'y tendre par toutes les voies ouvertes à sa pensée, par le théâtre comme par le livre, par le roman comme par le drame, par l'histoire comme par la poésie. Il tâche, il essaie, il entreprend. Voilà tout. Bien des sympathies nobles et intelligentes l'appuient. S'il réussit, c'est à elle et non à lui que sera dû le succès. Quant à la dédicace placée en tête de ce volume, l'auteur, surtout après les lignes qui précèdent, pense n'avoir pas besoin de dire combien est calme et religieux le sentiment qu'il a dicté. On le comprendra en présence de ces deux monuments, le trophée de l'Étoile, le tombeau de son père, l'un national, l'autre domestique, tous deux sacrés. Il ne pouvait y avoir place dans son âme que pour une pensée grave, paisible et sereine. Il signale une omission, et en attendant qu'elle soit réparée, où elle doit l'être, il la répare ici, autant qu'il est en lui. Il donne à son père cette pauvre feuille de papier, tout ce qu'il a, en regrettant de n'avoir pas de granit. Il agit comme tout autre agirait dans la même situation. C'est donc tout simplement un devoir qu'il accomplit, rien de plus, rien de moins, et qu'il accomplit comme s'accomplissent les devoirs sans bruit, sans colère, sans étonnement. Personne ne s'étonnera non plus de le voir faire ce qu'il fait. Après tout, la France peut bien, sans trop de soucis, laisser tomber une feuille de son épaisse et glorieuse couronne. Cette feuille, un fils doit la ramasser. Une nation est grande, une famille est petite. Ce qui n'est rien pour l'une est tout pour l'autre. La France a le droit d'oublier, la famille a le droit de se souvenir. 24 juin 1837, Paris. Chapitre 1. Ce siècle est grand et fort, un noble instinct le mène. Partout on voit marcher l'idée en mission, et le bruit du travail plein de paroles humaines se mêle au bruit divin de la création. Partout dans les cités et dans les solitudes, l'homme est fidèle au lait dont nous le nourrissions. Et dans l'informe bloc des sombres multitudes, la pensée en rêvant sculpte des nations. L'échafaud vieilli croule et la grève se lave, l'émeute se rendort, de meilleurs jours sont prêts. Le peuple a sa colère et le volcan sa lave, qui dévaste d'abord et qui féconde après. Des poètes puissants, têtes par Dieu touchés, nous jettent les rayons de leurs fronts inspirés. L'art a de frais vallons où les âmes penchées boivent la poésie à des ruisseaux sacrés. Pierre à pierre, en songeant aux vieilles mœurs éteintes, sous la société qui chancelle à tout vent, le penseur reconstruit ces deux colonnes saintes, le respect des vieillards et l'amour des enfants.
Le devoir, fils du droit, sous nos toits domestiques, habite comme un hôte auguste et sérieux. Les mendiants groupés dans l'ombre des portiques ont moins de haine au cœur et moins de flamme aux yeux. L'austère vérité n'a plus de porte close, tout verbe est déchiffré. Notre esprit éperdu, chaque jour en lisant dans le livre des choses, découvre à l'univers un sens inattendu. Ô poète, le fer et la vapeur ardente effacent de la terre à l'heure où vous rêvez l'antique pesanteur à tout objet pendante qui sous les lourds essieux broyait les durs pavés. L'homme se fait servir par l'aveugle matière, il pense, il cherche, il crée, à son souffle vivant les germes dispersés dans la nature entière tremblent comme frissonne une forêt au vent. Oui, tout va, tout s'accroît, les heures fugitives laissent toutes leurs traces, un grand siècle a surgi. Et contemplant de loin de lumineuses rives, l'homme voit son destin comme un fleuve élargi. Mais parmi ces progrès dont notre âge se vante, dans tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant, une chose, ô Jésus, en secret m'épouvante, c'est l'écho de ta voix qui va s'affaiblissant. 15 avril 1837. Chapitre 2. Sunt lacrimae rerum. 1. Il est mort, rien de plus. Nul groupe populaire, urne d'où se répand l'amour et la colère, n'a jeté sur son nom pitié, gloire ou respect. Aucun signe n'a lui. Rien n'a changé l'aspect de ce siècle orageux, mer de récifs bordés, où le fait, ce flot sombre, écume sur l'idée. Nul temple n'a gémi dans nos villes, nul glas n'a passé sur nos fronts, criant « Hélas, hélas !» La presse aux mille voix, cette louve hargneuse, à peine a retourné sa tête dédaigneuse. Nous ne l'avons pas vue, irrité et grondant, donner à cette pourpre un dernier coup de dent. Et chacun vers son but, la marée à la grève, la foule vers l'argent, le penseur vers son rêve, tout a continué de marcher, de courir, et rien n'a dit au monde, un roi vient de mourir. 2. Sombres canons rangés devant les invalides, comme des sphinx au pied des grandes pyramides, dragons d'airain hideux, verts, énormes, béants, gardiens de ce palais bâti pour des géants, qui dresse et fait au loin reluire à la lumière un casque monstrueux sur sa tête de pierre. À ce bruit qui jadis vous eût fait rugir tous, le roi de France est mort. D'où vient qu'aucun, comme un lion captif, qui secourait sa chaîne, aucun n'a tressailli sur sa base de chêne, et n'a, se réveillant par un subit effort, dit à son noir voisin, le roi de France est mort. D'où vient qu'il s'est fermé dans vos salves funèbres, ce cercueil qu'on clouait là-bas dans les ténèbres, et que rien n'est sorti de vos mornes affûts, pas même, ô canon sourd, ce murmure confus, qu'aux vagues battements de ses ailes livides, le vent des nuits arrache à des armures vides. C'est que, prostitués dans nos troubles civils, vous êtes comme nous, fiers, sonores et vils. C'est que rouillés, vieillis, rivés à votre place, toujours agenouillés devant tout ce qui passe, retirés des combats et dans ce coin obscur par des soldats boiteux gardés sous un vieux mur, 20 foudres de parade oubliées de l'armée, autour de tout vainqueur faisant de la fumée, réservée pour la pompe et la solennité, vous avez pris racine en cette lâcheté.
Soyez flétris, canons, que la guerre repousse, dont la voix sans terreur dans les fêtes s'émousse, vous qui glorifiez de votre cri profond ceux qui viennent toujours, jamais ceux qui s'en vont. Vous, qui depuis 30 ans, noirs courtisans de bronze, avez comme Henri IV, adorant Louis XI, toujours tout applaudi, toujours tout salué, vous taisant seulement quand le peuple a hué. Lâches, vous préférez ceux que le sort préfère. Dans le moule brûlant, le fondeur, pour vous faire, mit l'étain et le cuivre et l'oubli du vaincu. Car qui meurt exilé, pour vous n'a pas vécu, car vos poumons de fer, où gronde une âpre haleine, sont muets pour Goritz, comme pour Sainte-Hélène. Soyez flétris, mais non, c'est à nous, insensés, que le mépris revient. Vous nous obéissez, vous êtes prisonniers et vous êtes esclaves. La guerre qui vous fit de ces bouillantes laves vous fit pour la bataille, et nous vous avons pris pour vous éclabousser des fanges de Paris, pour vous sceller au seuil d'un palais centenaire, et pour vous mettre au ventre un éclair centenaire. C'est nous qu'il faut flétrir, nous qui, déshonorés, donnons notre âme abjecte à ces bronzes sacrés. Nous passons dans l'opprobre, hélas, ils y demeurent. Mornes captifs, le jour où des rois proscrits meurent, vous ne pouvez, jetant votre fumée à flots, prolonger sur Paris vos éclatants sanglots. Et pareils à des chiens liés à des murailles, d'un hurlement plaintif suivre leurs funérailles. Muets, et vos longs coups baissés vers les pavés, vous restez là pensifs et tristes vous rêvez, aux hommes, froids esprits, cœurs bas, âmes douteuses, qui font faire à l'airain tant de choses honteuses. 3. Vous vous taisez, mais moi dont parfois le chant se refuse à l'aurore et jamais au couchant, moi que jadis à Reims Charles admis comme un hôte, moi qui plaignis ses maux, moi qui blâmais sa faute, je ne me tairai pas. Je descendrai courbé jusqu'au caveau profond où dort ce roi tombé. Je suspendrai ma lampe à cette voûte noire, et sans cesse à côté de sa triste mémoire, mon esprit dans ces temps d'oubli contagieux fera veiller dans l'ombre un vers religieux. Et que m'importe à moi, qui déployant mon aile, touche parfois d'en bas à la lyre éternelle, à moi qui n'ai d'amour que pour l'onde et les champs, et pour tout ce qui souffre, excepté les méchants, à moi qui prends souci, quand la nef s'aventure, de tous les matelots risqués dans la mâture, et dont la pitié grave hésite quelquefois de la sueur du peuple à la sueur des rois, que m'importe après tout que depuis 6 années, ce roi fut retranché des têtes couronnées, froide ruine au bord de nos flots écumants, vains fantômes penchés sur les événements, qu'il ne changea de rien, ni le poids, ni le nombre, que rasé dès longtemps son front plongea dans l'ombre, et que déjà vieillard sans trône et sans pavois, il eût subi l'exil, première mort des rois. Je le dirai sans peur que la haine renaisse, son avènement pur eut pour sœur ma jeunesse. Saint Rémy nous reçut, sous son mur triomphant, tous deux le même jour, lui vieux, moi presque enfant. Et moi je ne veux pas, harpe qu'il a connue, qu'on mette mon roi mort dans une bière nue. Tandis qu'au loin la foule emplit l'air de ses cris, l'auguste piété servante des proscrits, qui les ensevelit dans sa plus blanche toile, n'aura pas dans la nuit que son regard étoile
demander vainement à ma pensée en deuil un lambeau de velours pour couvrir ce cercueil. 4. Oh, que Versailles était superbe! Dans ces jours purs de tout affront où les prospérités en gerbe s'épanouissaient sur son front, là, tout faste était sans mesure, là, tout arbre avait sa parure, là, tout homme avait sa dorure, tout du maître suivait la loi. Comme au même but vont sans route, là, les grandeurs abondaient toutes, l'Olympe ne pendait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.